Merci Mélanie de m'avoir invité. Le Collège Frontière est un organisme important, insuffisamment connu, je crois, au Québec. Autant à l'échelle du Canada, Frontier College est une institution, je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est une institution. Autant il faudrait faire quelque chose pour que Frontier College, enfin que le Collège Frontière soit mieux connu. Ceci dit, dans le temps qui m'est imparti, je vais avoir à gérer de la redondance. Mais il paraît que la redondance, ça fait partie de l'apprentissage. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'à bien des égards, la vie du Conseil est en parfaite continuité avec les propos de Paul que vous venez d'entendre. Il y a pas je ne vais que renforcer par la vie du Conseil les points de vue, les perspectives que Paul vient de présenter. L'avis vous est accessible sur le site du Conseil, si vous le souhaitez, par téléchargement, à la fois dans la forme intégrale, dans la forme abrégée. Et le PowerPoint que j'ai ce matin sera sur le site du Conseil dès que la révision linguistique, que je n'ai pas eu le temps de faire avant de venir le matin, sera réalisé. L'avis a été produit par la Commission de l'éducation des adultes et de la formation continue, que mon collègue et ami Pierre Doré, ici présent, a piloté avec conviction et compétence, on peut dire ça comme ça. Et je l'en remercie sincèrement. Alors, le plan de la présentation va suivre pour l'essentiel le plan de la vie, mais je vais passer un peu vite sur un certain nombre de points parce que, d'une certaine façon, Paul les a traités, notamment les questions de définition de la littératie. Je vais surtout m'attarder sur les deux perspectives, une première un peu traditionnelle et l'autre relativement neuve, qui pour moi est importante, enfin, qui pour le Conseil est importante parce qu'elle traduit un peu le virage que le Conseil souhaite voir pris par l'ensemble des acteurs et notamment par la puissance publique dans ce dossier-là. Et puis, je passerai rapidement sur les constats tirés de la consultation. Vous savez, quand le Conseil produit un avis, il consulte toujours l'ensemble des acteurs du domaine qui sont directement impliqués dans le champ d'activité, dans ce cas-ci, des gens comme vous. On en a tiré un certain nombre de constats qu'on a d'ailleurs validés auprès des acteurs eux-mêmes dans une deuxième rencontre. Et puis, je passerai rapidement sur un certain nombre d'orientations pour guider l'action. Alors, allons-y. L'avis se base sur les données de l'étude de 2003 et non pas sur les données de l'étude de 2013. C'est les données que nous avions à notre disposition. Nous savions que les données de 2013 s'en venaient, mais nous ne les avions pas. La seule assurance que nous avons eue, c'est qu'au moment où l'avis arrivait dans sa phase finale, où le Conseil en était saisi et que nous commencions à délibérer, une communication avec les autorités ministérielles nous ont assuré que nous n'étions pas complètement dans le champ gauche et que la réalité qui serait rendue publique avec les données de 2013 nous amènerait à être complètement écartelés entre, comme s'il y avait eu un changement majeur en 2003 et 2013. Il n'y a pas eu de changement majeur, même si la manière de construire l'échelle entre 2003 et 2013 et la manière de définir les sous-groupes et les seuils de ce qui serait convenable dans une société comme la nôtre n'est pas définie de la même manière. Alors, la première perspective qui est liée à l'étude de 2013, de 2003, je veux dire, nous donne une définition de la littératie qui est presque synonyme d'alphabétisme. C'est l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances. Et il y a un continuum de capacités et de compétences qui va d'un faible niveau à un niveau plus élevé. On a vu ça avec Paul, mais dans les données de 2013, ce n'est pas tout à fait défini de la même manière. Et je me souviens que ces chiffres-là ont eu un certain impact dans les données de 2013, en fonction du seuil qui est défini comme étant nécessaire pour fonctionner dans le monde d'aujourd'hui.
nous avions au Québec 49% des Québécoises et des Québécois de 16 à 65 ans qui ne possédaient pas les compétences suffisantes en littératie. C'est énorme, c'est un chiffre qui surprend et qui fait choc. Ce qui représentait, selon le domaine de compétences mesurées, là, les 4 domaines dont Paul a parlé, ce qui représentait entre 2,5 et 2,7 millions de personnes qui étaient au niveau 1 ou au niveau 2 à partir d'un test papier-crayon qui était celui de 2003. C'est beaucoup. J'avoue personnellement, moi qui ne suis pas du champ de l'éducation des adultes, ça m'a, au sens strict du terme, choqué. C'est un chiffre important. Le Conseil et sa commission ont réfléchi sur des situations qui méritaient d'être analysées parce qu'elles pouvaient être à l'origine de cet état de fait-là. Le premier de ces situations génériques-là, c'est l'école et la sortie de l'école, avec ou sans diplôme. Mais les données indiquaient qu'il y a, si vous voulez, le stéréotype de l'illettré qui a 67 ans parce qu'il a une 4e année et parce qu'il a eu un emploi toute sa vie où il n'a pas eu à utiliser l'écrit. Ce stéréotype-là, il existe peut-être encore, mais les données indiquaient aussi qu'il y avait des gens dans la vingtaine qui avaient passé par le réseau scolaire et plus qu'une 4e année. Il y avait même un diplôme de secondaire ou de collège et qui était au niveau 1 ou au niveau 2. Bon, ça aussi, c'est troublant. Il y a donc des gens qui passent à travers le réseau scolaire, avec ou sans diplôme, et qui quittent l'école avec un bagage insuffisant sur le plan de la littératie, ou un appétit insuffisant pour la lecture et l'écriture, qui n'est plus activé par après pour toutes sortes de raisons. Bon. Ça, c'est une situation qui est associée notamment au décrochage scolaire. Autre situation, Paul y a référé, les situations liées au milieu de travail, où les exigences sont en forte recomposition, ce qui veut dire qu'il y a sur le marché du travail des ouvriers ou des techniciens qui ont pu faire une bonne partie de leur vie professionnelle en activant le moins possible, ou très peu, leurs compétences en lecture et en écriture. Dans la médiatisation de cet avis-là, j'ai été interviewé par le maire d'Huntingdon, M. Gendron, que vous connaissez certainement. J'ai pris le risque. Hein? Mais je vous assure, M. Gendron est l'une des personnes les plus compétentes ou les plus connaissantes sur ce dossier-là comme maire d'Huntingdon, parce qu'il m'a parlé des ouvriers du textile qui ont perdu leurs emplois dans sa municipalité par centaines et qui avaient à peine un secondaire 3 fait il y a 20 ou 30 ans et qui se retrouvaient donc à 50-55 ans, entre guillemets, illettrés, c'est-à-dire incapables de lire et de comprendre ce qu'ils lisaient de manière fonctionnelle. Il va même parler de ses échevins. De ses échevins à son conseil municipal, qui parfois, lorsque, je le dis parce que c'est drôle, mais c'est un peu pathétique aussi, qui, lorsque vient le temps d'approuver le procès verbal de l'Assemblée municipale, ont oublié leurs lunettes à la maison. C'est le temps d'aller aux toilettes. Ou tiens, je vais aller en griller une dehors. Bref, il était conscient à la fois de certaines réalités, un peu de la recomposition du marché du travail, et aussi des ruses qu'utilisent beaucoup de gens d'un certain âge pour que leur environnement ne sache pas leur incompétence au plan de la littératie et de la littératie. Donc, la situation des ouvriers qui perdent leur emploi parce qu'il y a une révolution technologique et puis parce qu'il y a une mondialisation économique fait qu'il y a une main-d'œuvre actuelle qui a certainement besoin de réactiver des compétences
Et il y a une future main-d'œuvre qui devra avoir cette compétence-là. Je ne fais que répéter ici ce que Paul a présenté mieux que moi. Troisième situation générique que le Conseil a retenue, la situation associée à l'immigration et à la maîtrise insuffisante du français par un certain nombre d'immigrants qui ne parlent ni le français ni l'anglais lorsqu'ils arrivent et qui ne sont pas des analphabètes, c'est évident, mais à qui il faut certainement offrir des services si l'on veut qu'ils soient en mesure de contribuer au développement du Québec sur tous les plans. Et comme l'immigration compte de plus en plus dans la démographie du Québec, dans la croissance de la population, c'est quelque chose qui doit être objet d'attention particulière. S'il y a des situations génériques qui peuvent expliquer la situation telle que mesurée par les enquêtes internationales, il y a certainement des groupes qui sont particulièrement vulnérables ou susceptibles d'avoir dans leur sein un nombre élevé ou une surreprésentation de personnes relativement illettrées. Les prestataires de l'assistance sociale, les personnes handicapées, les autochtones, et Paul y a référé, peut-être aussi les aînés de 65 ans et plus, si on peut trouver le lien. Je vous fais grâce des chiffres, là, mais c'est assez évident qu'à l'intérieur de ces trois groupes-là, il y a surreprésentation dans les catégories 1 et 2 de l'échelle dont nous avons à notre disponibilité. Le Conseil a constaté qu'au Québec, l'action publique a surtout porté sur les formations d'apprentissage et de formation formelle, c'est-à-dire en milieu scolaire, dans les commissions scolaires, dans les cégeps, un peu dans les universités. Et de fait, effectivement, le nombre de personnes inscrites en formation de base ou en alphabétisation a augmenté. Mais il y a encore un écart considérable au sein des structures formelles entre le nombre d'adultes qui auraient des déficits de compétences en littératie et le nombre de personnes effectuant une démarche de formation à cet égard. Il y a un nombre important d'adultes qui pourraient bénéficier de programmes d'alphabétisation et d'éducation des adultes, mais qui n'y ont pas accès pour toutes sortes de raisons. D'où l'importance du maintien des efforts visant, par exemple, en amont de la petite enfance et la lutte au décrochage scolaire. Le Conseil estime qu'à cet égard, pour ce qui est de l'offre de formation formelle, des changements doivent encore être apportés à ce chapitre. Il y a des corrections dans l'offre de formation qui devraient permettre de mieux répondre aux besoins des adultes et de lever un ensemble d'obstacles dans les milieux de formation et d'autre part, d'intéresser un nombre accru d'adultes à combler leurs lacunes par une formation formelle. Le Conseil, et ça c'est important, juge toutefois que la formation formelle peut ne revêtir aucun attrait pour certains adultes. Je pense qu'il faut prendre acte de ça. Il y a des gens qui n'iront jamais à la commission scolaire ou au cégep pour toutes sortes de raisons. Et il faut donc valoriser la formation et l'apprentissage non formel et informel, qui sont tout aussi légitimes pour favoriser le maintien et le renforcement des compétences et de la littératie. D'où la deuxième perspective. Qui est moins centrée sur le déficit, si vous voulez, à combler, que sur une capacité qui existe, mais qu'il faut maintenir et rehausser par des modes de formation plus informels. Ce qui a intéressé le Conseil à cet égard, c'est un ensemble de pratiques et d'études qui portent sur le rapport à l'écrit des faibles lecteurs. Si la majorité des gens aujourd'hui, si la très très grande majorité des gens aujourd'hui ont déjà mis les pieds à l'école, s'ils ont déjà été capables d'écrire, s'ils ont déjà été capables de lire, s'ils ont déjà été capables de comprendre des textes, c'est pas du tout la même situation que pour quelqu'un qui n'a jamais été alphabétisé.
Et les gens écrivent malgré tout. Une liste d'épicerie, un pense-bête, une liste de choses à faire. Enfin, d'une certaine manière, un texto. Beaucoup de gens écrivent des pratiques d'écriture qu'on peut qualifier d'ordinaires et que des ethnométhodologues ou des chercheurs qui s'intéressent à la cognition située ont beaucoup étudié en contextualisant beaucoup ces pratiques-là. Et on s'aperçoit que, je ne sais pas moi, les mathématiques qu'on utilise pour faire l'épicerie ne sont pas les mêmes mathématiques auxquelles on réfère dans sa tête quand on passe un test à l'école. C'est des univers totalement différents parce que le contexte d'application est différent. C'est fascinant d'ailleurs. C'est une littérature, je vous recommande de lire si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que la manière dont on apprend les choses et la manière dont on utilise nos compétences sont vraiment contextualisées, beaucoup plus qu'on pense. Avis aux tenants des compétences génériques. Bon, alors, des pratiques de l'écrit qualifiées d'ordinaire, qui relèvent de la vie quotidienne, qui varient selon le contexte ou la sphère, et qui sont souvent liées à l'action. Et on s'est dit, ma foi, ça échappe peut-être au radar d'un certain niveau de recherche ou d'un certain niveau d'intérêt de la politique publique, ce type d'activité-là, mais c'est là-dessus qu'il faut se brancher, parce que c'est ça qu'il faut reconnaître, valoriser et élargir, si je peux dire ça comme ça, et enrichir. Je pense que c'est ça la perspective fondamentale que le Conseil a retenue et qu'il a voulu mettre de l'avant, disant au fond, le contexte, l'environnement est important. Et que si les gens ne sont pas dans une situation qui les amène et qui les soutient dans l'activation de compétences en lecture et en écriture, ça va se perdre. Ça se perd. Exactement comme dans d'autres types de compétences, une compétence non actualisée, non utilisée, non incarnée en quelque sorte, disparaît. Elle est peut-être enfouie au fond de nous, mais à toute fin pratique, elle ne nous aide pas. Donc on s'est dit, il faut que la puissance publique s'intéresse. Je n'ai pas dit qu'elle organise de A à Z, là, mais qu'elle s'intéresse et qu'elle utilise des leviers qui lui sont propres pour faire en sorte qu'il y ait un environnement qui permette aux faibles lecteurs d'améliorer leur rapport à l'écrit, pour permettre que cet environnement-là soit efficace. Il faut mettre l'accent là-dessus. Il faut que la puissance publique s'intéresse à ça. Il y a des choses qui vont déjà dans ce sens-là. Nous avons des politiques sur la lecture au Québec. Il y a des initiatives pour des communications écrites dans un langage simple et clair. Je crois qu'il y a des gens ici qui en parlaient avant oui, c'est Mme Maca. En tout cas, il y a une certaine sensibilité là, à travailler à ce que les communications publiques soient dans une langue simple et claire. Des municipalités, les bibliothèques publiques, les institutions muséales ont beaucoup travaillé au cours des dernières décennies pour se rapprocher de leur public et même rejoindre des publics jusque-là un peu étrangers à leur univers culturel. Donc, on ne part pas de rien. Mais le Conseil n'avait pas le sentiment que cet ensemble-là faisait un système cohérent, avec une synergie, que ça ne relevait pas d'une volonté affirmée de l'État. Vous connaissez ça mieux que moi, mais les méandres de la politique d'éducation des adultes et du plan d'action depuis une douzaine d'années ne révèlent pas une volonté affirmée. Je pense qu'on peut dire ça. Hein? On peut dire ça. Dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres, mais peut-être encore davantage dans ce domaine-là, étant donné les univers institutionnels différents, le monde des organisations populaires, le monde de l'entreprise, le monde scolaire, etc., étant donné les univers multiples qui sont amenés à participer à la concertation, c'est pas évident.
de créer une synergie entre l'ensemble des acteurs, tout en respectant les cultures et les territoires des uns et des autres. Okay? Bon. Le Québec n'est pas la Suède. C'est vrai. Mais on peut s'en inspirer. Ils sont théoriquement pas plus fins que nous. Ce qui est possible là pour être possible ailleurs. En tout cas, c'est l'utilité de la référence dans la vie du Conseil au cas de la Suède qui, moi, m'a personnellement non pas étonné, mais très stimulé. OK. Parce qu'on y trouve un niveau de littératie particulièrement élevé, là comme dans la plupart des pays scandinaves, pas le référé à la Finlande, mais c'est comparable. Des politiques publiques très explicites là-dessus, axées sur l'égalité des chances, et reposant sur l'éducabilité de tous les citoyens et toutes les citoyennes. Et puis, oui, bien sûr, mais ça joue, enfin, ils le disent, le fait qu'il n'y a pas de traduction à la télévision. Les films ou les séries américaines ou dans une toute autre langue sont sous-titrés. Ce qui veut dire que si vous voulez écouter La Petite Vie, en Suède, vous allez l'écouter en français ou en québécois, mais vous allez voir défiler en suédois ce que maman et papa racontent. Mine de rien, ça veut dire que vous êtes forcé de lire. Et c'est vrai pour la télé et c'est vrai pour le cinéma. C'est énorme, là, si on calcule la consommation moyenne de télévision et de cinéma des gens aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, le fait d'être tenu de lire tout le temps a certainement une fonction d'exercisation, si je peux dire ça comme ça, d'une compétence à l'écrit. Ce qui caractérise la Suède aussi, c'est que la Suède n'est pas dans une approche, dans la première perspective que j'indiquais, celle du déficit, elle est dans une perspective de hausser le niveau d'éducation de chacun et de tous. C'est pas juste la littératie qui les intéresse, c'est l'éducation, en général. C'est un élément, c'est comme disait Paul, c'est lire et écrire pour apprendre. Okay? Donc c'est l'apprentissage qui est important. L'analyse que la Commission a faite du cas de la Suède et que le Conseil a retenu explique le cas de la Suède par une forte présence syndicale depuis longtemps, qui favorise la littératie. Les syndicats encouragent la mise sur pied de cercles d'études. Ils ne sont pas les seuls à les encourager, là, mais ils les ont soutenus. Il y en a 275 000. Des petits mâches-filles, petits groupes informels, ça. Tout simplement. De gens qui... C'est des cercles d'études. C'est pas un groupe pour apprendre à lire et à écrire. C'est un groupe pour étudier, apprendre des choses, partager des connaissances, résoudre des problèmes. Ils sont largement autonomes. Il n'y a pas une autorité ministérielle qui vient dire pour qu'un cercle d'études fonctionne, il faut qu'il fasse ceci. Vous comprenez, là? Il n'y a pas un one best way, il n'y a pas de normes. Puis même sur le plan d'écrit, il n'y a personne qui dit voici ce qu'il faut que vous lisiez. Il n'y a pas d'ayatollah de lecture. C'est largement. Non, mais je trouve ça important. Parce que ça reconnaît, au fond, l'autodétermination, l'autonomie, la compétence des gens. Okay? Il n'y a personne qui vient leur dire si vous lisez du Stephen King et non pas du Marie Laberge, vous êtes ceci ou cela. C'est important. Il n'y a pas de définition de la culture qui viendrait d'en haut. La culture, c'est ce que les gens ont envie de partager. Bon. Le pari étant que ce que nous appelons la culture savante ou la culture radio-canadienne finira peut-être par s'y retrouver en partie. Mais ce n'est pas important. Il y a donc 275 000 cercles d'études qui mis en œuvre par diverses organisations et qui regroupent 1 800 000 adultes. C'est tout de même impressionnant. C'est tout de même impressionnant. Et c'est en lien, bien sûr, avec une culture civique, de participation civique importante.
Peut-être est-ce que parce que c'est un pays traditionnellement protestant, je n'en sais rien. S'il y a un rapport très direct avec l'écrit, avec la Bible, traditionnellement, il y est pour quelque chose, mais c'est assez impressionnant comme situation. Et on se dit, ma foi, si un pays comme celui-là est capable, il n'est ni plus riche, il n'est ni plus riche ni plus pauvre que nous, si lui est capable, sur une période d'à peu près un siècle et demi, hein, tout ça ne s'est pas fait en criant ciseaux, là, c'est une tradition qui existe depuis longtemps. Ça aussi, il ne faut jamais perdre de vue que c'est un dossier qui s'enracine dans le temps et qui prend du temps à donner ses fruits. Et ces pratiques-là prennent du temps à s'institutionnaliser, mais ce que le cas de la Suède semble indiquer, c'est que c'est maintenant le cas. Et que tout ce qui est demandé de la puissance publique, c'est soutenir, financer, reconnaître, valoriser. C'est tout. C'est tout. Oui, c'est beaucoup. Vous avez raison, c'est beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est pas de dire nous allons créer un ministère de la littératie des adultes, et voici les programmes, et voici... c'est une toute autre approche. Bon, les constats. De la consultation, je passe vite parce que vous les connaissez, vous avez participé à cette opération-là, et vous ne serez pas surpris d'un certain nombre de choses qui ont été exprimées. L'importance de la pauvreté dans ce dossier-là, l'idée qu'il faut cesser de penser qu'un certain nombre d'adultes vont finir par faire avoir un diplôme. Peut-être qu'il faut penser autrement. Que l'obsession du secondaire 5 et peut-être pas, je ne sais pas, moi, rendu à 55 ans, à moins que l'adulte en question tienne absolument à montrer à ses petits-enfants son diplôme de secondaire 5, qui est une motivation tout à fait acceptable, mais peut-être faut-il décrocher un peu de l'obsession du diplôme pour un certain nombre d'individus et fonctionner avec des attentes d'un autre ordre, bien davantage axées sur leur vie quotidienne et l'enrichissement de cette vie-là. Vous avez constaté aussi un certain nombre de difficultés dans la composition des groupes de formation dans les centres d'alphabétisation ou dans les centres de formation des adultes dans les commissions scolaires. Je ne m'attarde pas là-dessus. Bien sûr, les organismes de formation, et notamment les organismes de formation populaire, manquent de ressources financières. Je dis souvent que c'est un monde de pauvres. On est toujours à la limite là, de la survie financière. C'est bien beau parler de synergie, puis de mobilisation, puis de tout ça, mais à un moment donné, il faut avoir un minimum de ressources pour pouvoir fonctionner. Et c'est vrai qu'il y a un sérieux problème de financement, si vous voulez, des organismes. Mais si on se situe dans la deuxième perspective, les budgétaires, les questions habituelles et usuelles, les pratiques de synergie entre le monde de l'éducation et l'emploi Québec, le rôle stratégique des centres locaux d'emploi, c'est la dimension en guillemets, dépistage. C'est-à-dire dans quelle mesure un centre local d'emploi qui reçoit quelqu'un qui se cherche un emploi et qui constaterait que cette personne-là a des lacunes à l'écrit et à la lecture, elle pourrait peut-être, si ces agents-là avaient une formation adéquate, elle pourrait peut-être le diriger vers les programmes ou vers les personnes qui pourraient lui fournir l'aide ou la formation requise. La durée de concours de la formation en emploi, c'est l'histoire de la durée du financement possible, qui ne permet pas aux gens d'avoir... ils ne restent pas en place, ils ne restent pas en formation assez longtemps pour acquérir les compétences requises. Ce qui fait qu'au fond, l'argent n'est pas nécessairement bien investi. C'est un peu comme l'anglais intensif. Vous en faites 400 heures, ça ne donne pas grand-chose. C'est de l'argent acheté par les fenêtres. Il faut en faire au moins 1200. C'est un peu la même chose dans ce domaine-là. Des subventions trop maigres sont peut-être politiquement légitimes, mais ne sont pas efficaces sur le plan des effets. Alors,
Après ce long et riche cheminement, le Conseil a proposé quelques principes, quelques orientations et quelques recommandations. Le premier principe, c'est celui-là. Toute stratégie visant à hausser le niveau de compétence en littératie des adultes et à en assurer le maintien doit s'inscrire dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. C'est ce que je voulais dire quand je parle d'activation et si vous voulez, d'insertion dans un environnement qui fait en sorte que tout au long de votre vie, vous allez lire, écrire et apprendre. En corollaire, la diversité des lieux et des modalités de formation et d'apprentissage devrait être affirmée et le recours à la formation formelle, non formelle et informelle valorisé et facilité. Si on lit entre les lignes, il y a une volonté de la part du Conseil de faire en sorte que le non formel et l'informel occupent une place plus grande pour aller rejoindre les faibles lecteurs que le formel n'arrive pas à rejoindre. Je crois qu'il faut accepter ça, qu'il y a des limites à ce que le formel peut faire pour toutes sortes de raisons. Vous en êtes convaincus, sinon vous ne seriez pas là. Deuxième principe, les compétences en littératie peuvent se perdre, faute d'être sollicitées et mobilisées. Je crois que pour ce qui est du grand public, c'est l'un des messages les plus importants de la vie du Conseil. Peut-être est-ce évident que ce qu'on apprend à l'école, on ne le garde pas tout le temps. Hein? Vous et moi, on avait des difficultés à passer les examens ministériels du secondaire 4 et du secondaire 5, dans certaines matières, hein? Parce qu'on a tout oublié. En tout cas, je ne voudrais pas passer l'examen physique chez lui. Même peut-être celui d'histoire, on ne sait jamais. C'est pas évident, parce que ça se perd. Et ça se perd pas parce qu'on l'a souhaité, mais parce qu'on n'en a pas besoin. Et parce qu'on ne s'en sert pas, donc on ne va pas le chercher. Et c'est vrai pour à peu près tout ce qu'on apprend à l'école. C'est vrai pour la littératie, pour l'écriture et la lecture. Et il faut donc un environnement dans un environnement de diverses natures qui soit adapté et stimulant, et qui favorise la mobilisation et le renforcement des compétences en littératie, et qui valorise toutes les pratiques de l'écrit. Toutes les pratiques de l'écrit. Pas seulement la haute littérature. Y compris celle des faibles lecteurs. Et nos deux principes. Les orientations. Pierre Doré souhaitait que la première soit exprimée en termes de faire un chantier national. Le Conseil a jugé que le mot chantier commençait à être un peu brûlé au Québec. Pas parce que c'est pas une bonne idée là, de faire un chantier, mais que certains politiciens, que je nommerai pas, sont un peu allergiques au mot chantier. Et on a donc convenu de faire, quant à moi, c'est aussi bon, sinon aussi fort, sinon davantage, d'en faire une priorité nationale du maintien et du rehaussement des compétences des adultes et en fait du niveau de littératie, bien sûr, et d'assurer une meilleure synergie des actions entre les acteurs pour favoriser, comme Paul le mentionnait, l'expression de la demande. Oui, l'argent, c'est important. Il faut y consentir des ressources financières. Il faut que les entreprises, je n'ai pas eu le temps d'en parler, là, mais un des problèmes sur lequel la vie revient, c'est le sentiment que beaucoup d'entrepreneurs ne veulent pas assumer de responsabilité dans la formation de base de leurs employés. Oui, une formation technologique ou liée à l'emploi et à un changement de processus ou de procédé de fabrication, mais non pour la formation de base. Et il y a un problème. Il faut trouver une manière de les convaincre que c'est dans leur intérêt, à court, moyen et long terme, sinon entreprise, par secteur d'entreprise, mais c'est important cette histoire-là de la formation de base dans les entreprises, parce qu'à bien des égards, il y a quelque chose qui se joue là, qui est très important et fondamental pour l'avenir.
Oui, le dossier du perfectionnement du personnel, et des formatrices et des formateurs, de même que la recherche dans le champ, qui est peut-être sous-développée au Québec. Les Paul Bélanger ou les Pierre Doré, ça ne court pas les rues. Et ils ne sont pas, même s'ils sont au 8 ans de leur vie, ils ne sont pas éternels. Voilà, c'est la recommandation 1, qui dit à peu près ce que je viens de dire, d'en faire une priorité nationale. Cette recommandation-là a été bien accueillie, puisque le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport a décidé de faire une mise à jour de la politique d'éducation des adultes, qui devrait être en consultation quelque part au début de l'année 2014. L'équipe du conseil qui a été impliquée dans la rédaction de l'avis, Pierre, la coordonnatrice, moi-même et d'autres, nous avons rencontré la sous-ministre responsable des politiques ministérielles, Mme Lemieux, et il est évident que ce que le conseil a proposé, disons, c'est un canevas à partir duquel elle semble vouloir réfléchir. Donc, je crois qu'on est l'appel du Conseil à une politique, à une valorisation, à une priorisation de ce domaine-là. Je crois, au moins, aller au niveau sous-ministériel avec lequel nous sommes en interaction, semble avoir été entendu. Je peux dire ça. Ce qui annonce probablement quelque chose de positif. Du moins, c'est ce que je nous souhaite pour 2014. Merci.